c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamy et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, exceptionnellement, Jean-Jacques. Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de bien vivre. Ça va être expliqué par Jean-Jacques. Nous allons parler de la Colombie, du Pérou, du Chili, un endroit du Chili qu'on ne connaît pas, on ne sait pas que ça appartient au Chili. Ensuite, nous allons parler des semaines, au pluriel, de l'Amérique latine en France, du 21 mai au 7 juin. Et si le temps nous permet, nous allons parler aussi des deux siècles de coopération entre le Mexique et la France. Je laisse la parole à Jean-Jacques pour nous parler de bien vivre, n'est-ce pas, Jean-Jacques? Oui. Alors, extrait d'un article paru dans le journal Le Monde. Buen vivir. Au cœur de la politique de l'Équateur et de la Bolivie, à la fin des années 2000, la notion continue de bercer les militants de gauche dans le monde entier. Le buen vivir, littéralement bien vivre, est un concept que l'on rattache aux cultures quechua et aymara. Il propose la vision d'un bien-être collectif qui s'oppose à la course au développement individuel et économique à tout prix. L'harmonie proposée ne concerne pas que les relations sociales. Le buen vivir prône également un échange respectueux entre l'être humain et la terre-mère, la Pachamama. À rebours des logiques capitalistes, il pousse au partage, à la coopération. Et ces résultats ne se mesurent non par l'argent ou le confort individuel matériel, mais par la qualité de la santé, de l'éducation, de la culture, des relations sociales et par l'épanouissement spirituel. Ce principe a été mobilisé au début des années 2000, à la fois par les luttes autochtones en Amazonie pour revendiquer leurs terres et l'autodétermination, et par des universitaires militants anticapitalistes, explique l'anthropologue Jordi Blanc, maîtresse de conférences à la Sorbonne. Le terme va alors rayonner, y compris au sein de la gauche française. Celle-ci, bercée depuis la révolution cubaine par l'imaginaire qui entoure l'histoire politique de l'Amérique latine. En France, les tentatives de bâtir un buen vivir à la française ont fait long feu. Voilà ce qu'on peut dire de ce buen vivir. bon vivre, n'est-ce pas? Et parce que c'est pas évident, parce que je peux ajouter que le buen vivir est une traduction de sumac capsai en quechua ou suma camaña en aymara. Il se fonde sur le mot vie, capsai, camaña, entendu dans un sens très large puisqu'il désigne humains, animaux, plantes, montagnes, esprits, ancêtres et générations futures. Voilà donc c'est une expression qui va de l'être humain évidemment et aussi vers la nature en général. Mais par contre, parfois je parle de nature humaine aussi, n'est-ce pas, Antoine?
folklore des Andes, de la Bolivie, du Pérou, d'Équateur. Vous êtes venu à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Maintenant, nous allons parler de la Colombie, n'est-ce pas, Jean-Jacques? Oui. Alors, Puerto de Antioquia. Puerto Antioquia, dans l'Urabá, sera exploité par le groupe français CMA en 2026, sans garantie quant aux retombées économiques. Sur les eaux du golfe d'Urabá, dans le nord-ouest de la Colombie, la plateforme rutilante de Puerto Antioquia attend ses premiers bateaux. Un navire marqué des initiales CMA est ancré au loin. Puerto Antioquia est le plus gros investissement français en Amérique latine, se félicite Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui, en visite officielle en Colombie, est venu admirer en novembre dernier ses installations. L'une des 3 gigantesques grues à portique complètement automatisées fait une démonstration de sa précision. Elle soulève, à plus de 50 mètres de hauteur, un conteneur et, en quelques secondes, le repose avec délicatesse sur la plateforme d'un camion. Le ministre et son équipe applaudissent. Avec un quai de 1340 mètres de long, Puerto Antioquia pourra accueillir des navires immenses et il pourra faire transiter 7 millions de tonnes de marchandises par an. Bananes, fleurs, cacao, fruits, huile de palme, textiles, meubles, pièces de rechange. Les navires seront chargés et déchargés en quelques heures. L'entreprise concessionnaire fait miroiter la création de 17 000 emplois indirects au sein de l'écosystème portuaire. Folklore de la Colombie, au sujet de ce Puerto de Antioquia. Et nous allons maintenant passer à un autre pays, plus au sud, le Pérou, et où la corruption vraiment fait beaucoup de dégâts. Source France Culture. Pérou, la valse des présidents corrompus. Soupçonné de trafic d'influence aggravé, José Geri est devenu en février 2026 le 8e président péruvien poursuivi par la justice depuis 2001. Faut-il y voir un signe d'indépendance de la justice et de vitalité démocratique, ou bien le symptôme d'un système politique corrompu et fragilisé? Quelle démocratie ne rêverait pas d'entendre ses procureurs confondre implacablement un chef d'État, ou ses magistrats prononcer froidement des peines d'emprisonnement pour ceux qui président aux destinées du pays? À en croire la litanie des peines qui se sont abattues sur les présidents, 8 d'entre eux ont été poursuivis par la justice sur ces 10 dernières années, et 4 ont été incarcérés. Le Pérou serait un îlot d'indépendance de la justice, une utopie démocratique où nul n'est à l'abri. En un sens, c'est bien le cas, puisque chacun des chefs d'État inculpés pour corruption avait quelque chose à se reprocher. Des Rolex reçus très à propos, des marchés opaques conclus avec des entrepreneurs chinois, ou des projets immobiliers attribué au géant du BTP brésilien Odebrecht. La culpabilité des 8 présidents démis de leurs fonctions et condamnés sur cette dernière décennie n'est pas à remettre en doute. Alors que des élections générales se tiendront le 12 avril prochain, quel rapport les Péruviens entretiennent-ils avec la politique et que peuvent-ils espérer ou non de l'issue du scrutin? Bonne question, n'est-ce pas? Les élections le 12, bientôt, dans 2 jours, 3 jours, n'est-ce pas?
Absolument. au Pérou. Qu'est-ce qu'ils s'attendent, les Péruviens, de cette élection? Peut-être, on ne sait pas trop, s'ils vont aller encore un président qui va être corrompu. Folklore du Pérou. Nous allons parler d'un autre pays un peu plus au sud, le Chili, et un territoire où on ne sait pas trop à qui appartient l'île de Pâques. Source Hérodote, le média de l'histoire. Extrait. Chili. Découverte de l'île de Pâques. Le 5 avril 1722, l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen aborde une île isolée en plein Pacifique. Comme c'est le jour de Pâques, il la baptise tout simplement île de Pâques. L'île est le sommet émergé d'un massif volcanique sous-marin. À la différence de la plupart des autres îles du Pacifique, elle n'est pas protégée des vagues par une barrière de corail et un lagon, ce qui rend son approche en bateau difficile. Sur son sol aride, de 171 km², survivent quelques centaines de Polynésiens. Les ancêtres de ces habitants, arrivés en pirogue entre 900 et 1200 de notre ère, avaient découvert un paradis doté d'une faune et d'une flore exubérantes, qu'ils avaient appelé dans leur langue Rapa Nui. Ils avaient bâti une société prospère et même inventé une écriture idéographique, le Rondo Rongo. Ils s'étaient multipliés, mais sans jamais dépasser l'effectif de 3000. Les habitants sculptaient les statues, les moaïs, dans les flancs d'anciens volcans de l'île. Ils le faisaient ensuite glisser jusqu'aux plateformes de pierre qui leur étaient destinées. Pour cela, ils fabriquaient des rails et des cordages avec les palmiers géants qui couvraient l'île. Les Européens qui ont exploré l'île, tels Lapérouse et Cook au XVIIIe siècle, n'ont pas manqué de s'interroger sur l'arrêt subi de cette activité et le déclin brutal de la société pascuane, que les scientifiques situent vers le milieu du XVIIe siècle. Irresponsabilité ou fatalité de la nature? Oui, merci Jacques.
c'est intéressant de savoir que ce territoire au milieu du Pacifique appartient au Chili, en fait. Et régulièrement, il y a un avion qui va jusqu'à là pour approvisionner des matières alimentaires, l'autre. D'autant plus que le mystère au sujet de l'île de Pâques, Rapa Nui, continue pour savoir, comme tu viens de le dire, comment ils ont pu construire ces moailles. C'est incroyable, comme les transporter, comme tu viens de dire, avec des lianes faites avec des arbres. On a la même controverse à propos des blocs qui ont servi à construire les pyramides. Bien. Vous êtes venu d'écouter l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et maintenant, nous allons parler des événements très importants, d'ailleurs, selon moi, qui se déroulent depuis presque 12 ans déjà, des semaines au pluriel de l'Amérique latine en France. Communiqué du ministère des Affaires étrangères. Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes, du 21 mai au 7 juin 2026. Les 13e semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes, 18 jours pour célébrer ensemble une amitié forgée par l'histoire, scellée par des valeurs communes et tournée vers l'avenir. Les 13e semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes se dérouleront dans toute la France, du 21 mai au 7 juin 2026, pour mettre à l'honneur cette région du monde et la richesse des relations qui l'unissent à la France. Née en 2011 à l'initiative du Sénat, la coordination et la promotion ont été confiées au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Sans équivalent en France, les semaines n'ont cessé de grandir grâce à l'apport de centaines de partenaires et à des contenus de qualité toujours plus nombreux. Souhaitons que cette 13e édition soit un nouveau jalon et continue à gagner en rayonnement. On peut proposer des activités dans tous les domaines, dès lors qu'elles contribuent à mettre en valeur les relations qui les unissent à la France. Conférences, colloques, concerts, expositions, activités culinaires ou festives, en salle, en plein air, sur les ondes ou en ligne. Toutes les initiatives sont les bienvenues. Pour participer, les partenaires peuvent présenter leurs projets en remplissant un formulaire en ligne ouvert jusqu'au 19 avril 2026. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Radio Libre en Périgord. Merci Jean-Jacques. D'autant plus qu'on peut s'adresser ici parce que l'association Dordogne Périgord Amérique latine participe à cette semaine depuis le début. Et cette année encore, nous avons déjà
envoyer l'information au ministère des Affaires étrangères parce que des émissions ici à Radio Libre en Périgord vont être consacrées à l'écrivain uruguayen Eduardo Galeano et une deuxième édition à un écrivain chilien qui s'appelle Roberto Bolaño. Voilà donc par la suite nous allons indiquer les dates parce que vous allez découvrir des écrivains qui ne sont pas très très connus en France mais qui ça vaut la peine de les connaître, de les lire surtout. Voilà donc on passe à la musique. La Havane, si. Maintenant, on souffre beaucoup à Cuba, mais la musique continue. Et nous allons parler de Mexique et la France, n'est-ce pas, Jean-Jacques? Parce que ça fait 2 siècles de coopération entre les deux pays. Communiqué de l'Institut français d'Amérique latine, Mexique. Au Mexique, oui. Ça vient du Mexique, l'information. D'accord. Mexique-France. En 2026, on célèbre 2 siècles de coopération et d'histoire entre le Mexique et la France. Des premiers échanges commerciaux en 1826 à la grande co-création artistique du Festival culturel de l'automne 2026, la relation entre le Mexique et la France célèbre 2 siècles d'alliance. Tout a commencé en 1826, avec l'arrivée au Mexique de l'agent commercial français Alexandre Martin, qui a jeté les bases des relations commerciales entre le Mexique et la France après l'indépendance du Mexique. C'est pourquoi nous célébrons cette année 2 siècles d'amitié, de culture et d'une volonté commune de renforcer notre avenir bilatéral. Cette célébration se fera autour de 4 piliers. Un pilier économique, doté de forums pour une croissance mutuelle, un pilier politique, avec un dialogue continu, un pilier de coopération, santé, sciences, droits de l'homme, un pilier culturel lors du Festival culturel d'automne 2026. Oui, d'autant plus que, espérons bien que ça vraiment ait lieu, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quelque temps, déjà 4 ou 5 ans, c'était indiqué l'année du Mexique en France, mais ça a été annulé à cause des problèmes d'une Française qui avait été arrêtée, et finalement Sarkozy a fini aussi pour annuler cet événement. Il y a que cette année, espérons-le que ça va fonctionner. Voilà, donc nous allons
écouter de la musique de Mexique. Allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer tus calzones como los que usa el ranchero. De los comienzos de lana, te los sacabo de cuero. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à écouter et à découvrir, redécouvrir des aspects de ce continent avec des rythmes mexicains. Donc, merci à Jean-Jacques qui nous a accompagnés pour lire des infos. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias. Merci. Hasta pronto. Invitarle al caporal, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.